bienvenue à cette analyse approfondie de l'actualité franco-allemande. On se penche sur la semaine du 10 au 16 juin 2025. On va essayer de décrypter un peu où en sont Paris et Berlin, en regardant plusieurs sources récentes. L'événement marquant, c'est bien sûr cette rencontre à Paris le 13 juin entre Emmanuel Macron et le nouveau chancelier Friedrich Merz. On a parlé de remettre à plat la relation, mais est-ce que c'est juste une question de personnes, de meilleures relations après les frictions de l'ère Scholz, ou y a-t-il un vrai virage stratégique? C'est toute la question, oui. L'objectif affiché, c'est clair, c'est de donner un nouvel élan. Et c'est vrai que la fibre francophile, comme on dit, de Friedrich Merz, ça aide, sans doute. Ça facilite le dialogue après pas mal de malentendus accumulés. Mhm. Ils ont abordé les sujets clés, souveraineté européenne, la compétitivité aussi, la sécurité, l'Ukraine bien sûr, le Proche-Orient. On reparle même de ce fameux Conseil commun de défense et de sécurité qui avait été évoqué en mai. Donc oui, une volonté de mieux se coordonner. D'accord, une coordination plus étroite. Mais est-ce que cette meilleure entente personnelle, au sommet, ça suffit pour dépasser les divergences de fond? Je pense aux questions budgétaires européennes, par exemple, qui restent un point sensible. C'est exactement là que le bas te blesse. Cette bonne entente, c'est nécessaire, c'est sûr, mais ça ne fait pas tout. Les divergences structurelles, elles sont toujours là. Sur la discipline budgétaire, la mutualisation des dettes, bon, on n'est pas encore d'accord. D'accord. Par contre, il y a eu cet appel à trois, très rapide, avec le Premier ministre britannique Keir Starmer sur le Proche-Orient, juste après leur rencontre. Ça, c'est un signe intéressant, je trouve. Ah oui, Oui, ça montre une intention d'agir de concert sur la scène internationale de façon assez réactive. Ce qui, bon, n'était pas forcément systématique ces derniers temps, quoi. c'est un signal politique notable, effectivement. Mais alors, si on regarde la défense, là, les sources décrivent une situation beaucoup plus paradoxale. Presque un grand écart entre la coopération affichée et une compétition féroce. Oui, tout à fait, c'est là que la tension est la plus forte, en fait. D'un côté, on a le projet emblématique, le SCAF, le futur avion de combat européen, qui est en pleine crise. Hmm. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a même demandé publiquement, le 12 juin, une discussion franche sur la gouvernance du projet. Une discussion franche, carrément. Oui, le nœud du problème, c'est vraiment les tensions sur le partage industriel et le leadership entre Dassault, que Paris veut comme pilote, et Airbus Defence and Space, que Berlin soutient pour un rôle plus équilibré, disons. Ça révèle des cultures stratégiques et industrielles vraiment différentes, au fond. Donc c'est plus profond qu'une simple querelle industrielle passagère. C'est une divergence de fond. Mais vous parliez de paradoxe. Oui, parce qu'en même temps que ce blocage sur le SCAF, il y a une avancée très concrète qui se prépare, un premier réseau de défense aérienne commun entre l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Il doit être opérationnel, tenez-vous bien, dès le 29 juin. Ah oui, quand même. Oui, c'est présenté comme une initiative pionnière à trois, un exemple de coopération pragmatique qui, elle, fonctionne. C'est fascinant, cette coexistence de blocage d'un côté et de progrès de l'autre. Et tout ça, ça se passe dans un contexte budgétaire qui change beaucoup, avec l'Allemagne qui a investi massivement dans sa défense, c'est ça? Exactement. L'Allemagne est devenue le premier pays de l'UE en dépenses militaires en 2024. Et pour 2025, il prévoit un budget défense de 63 milliards d'euros. 63 milliards. Oui, c'est bien plus que les 50,5 milliards de la France. Certaines analyses parlent même d'une ambition allemande de devenir le leader du marché européen de l'armement d'ici 2030. Mhm. Donc forcément, cette montée en puissance budgétaire, industrielle, ça pèse sur la dynamique des projets en coopération. Pas seulement le SCAF, mais aussi le char du futur, le MGCS. D'accord. Changeons de domaine. L'économie, l'énergie. Là, les sources parlent plutôt d'une détente pragmatique, notamment sur le nucléaire, un sujet historiquement compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le changement de ton est assez net avec Friedrich Merz. Berlin semble, disons, plus ouvert au principe de neutralité technologique. La neutralité technologique? Oui, c'est l'idée que l'Union européenne ne devrait pas choisir une technologie bas carbone, comme les renouvelables, au détriment d'une autre, comme le nucléaire. Cette ouverture, même si elle est prudente, ça pourrait être la clé pour enfin débloquer la réforme du marché européen de l'électricité. Une réforme très importante. Une réforme essentielle pour la compétitivité allemande qui a beaucoup souffert de la crise énergétique, si je comprends bien. C'est ça. Mais attention, il faut rester lucide, c'est peut-être une trêve dictée par la nécessité économique, plus qu'une vraie convergence sur le fond. D'accord. Les modèles énergétiques restent très différents.
La France relance son nucléaire, l'Allemagne mise tout sur les renouvelables et l'hydrogène. On cherche peut-être une complémentarité qui fonctionne, mais pas une fusion des visions. D'ailleurs, une étude de l'OCDE sur l'Allemagne que doit sortir bientôt devrait nous en dire plus sur ses défis économiques. Et au-delà de ces grands dossiers, parfois un peu abstraits, est-ce que la coopération franco-allemande, elle avance aussi sur des choses plus concrètes, plus proches des gens? Ah oui, heureusement. Et c'est même essentiel pour que la relation vive au quotidien. Un bon exemple, c'est l'accord sur l'apprentissage transfrontalier. Il est entré en vigueur en mars 2025. Hmm. Concrètement, ça facilite la mobilité d'environ 1 millier de jeunes apprentis chaque année entre la France et les Länder allemands frontaliers. C'est ce genre de choses qui tissent des liens durables, je crois, au-delà des rencontres au sommet. Oui, c'est important, ces initiatives de terrain. Et puis, bon, même sur les terrains de sport, on a vu des rencontres cette semaine. Victoire française au foot, défaite au volley. Encore une illustration de cette relation à facettes multiples. Tout à fait, les interactions sont vraiment à tous les niveaux. Bon, pour résumer un peu cette semaine, on a eu une tentative de relance politique claire avec Macron et Merz. Mais le tableau reste quand même contrasté. Des tensions fortes qui persistent dans la défense, où la coopération sur certains projets a du mal à coexister avec une compétition industrielle forte, accentuée par la hausse du budget allemand. C'est ça. Bon. Et la grande question, je pense, pour l'avenir de ce nouvel élan, c'est de savoir si la volonté politique affichée tout en haut, si elle parviendra cette fois à dépasser les intérêts industriels nationaux, qui sont puissants, et les divergences structurelles qui sont bien réelles. Réussir à transformer cette convergence politique d'aujourd'hui en compromis, équilibré, durable, surtout dans des secteurs aussi stratégiques que la défense. Ce sera déterminant, c'est un enjeu majeur, pas seulement pour le couple franco-allemand d'ailleurs, mais pour la capacité de l'Europe à affirmer sa souveraineté, en fin de compte. Une réflexion très juste pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis sur cette relation toujours aussi complexe et essentielle.